Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier et je suis en compagnie de Claude Lafleur qui aujourd'hui va répondre à plusieurs questions que l'on nous pose régulièrement, à savoir, une fois lancé, qu'advient-il de toutes nos sondes, satellites et autres pièces détachées de fusées ? Bonjour Claude. Bonjour Florent, bonjour tout le monde. Écoutez, juste dire que c'est très plaisant de préparer ce genre de balado-là, qui est donc une série de questions-réponses toutes simples. J'espère que vous aimez la formule. En tout cas, faites-nous le savoir parce que c'est très agréable à faire. Et si vous aimez le résultat, ben, il y a plein de thématiques comme ça qu'on peut aborder. Ça n'empêche pas qu'on va faire les autres genres de balado. Mais si vous aimez la formule, dites-nous-le. Puis si vous n'aimez pas, dites-nous-le aussi. Là, c'est toujours important de savoir. On tient compte de votre opinion. Qu'adviendra-t-il de la Station spatiale internationale lorsque sa mission prendra fin ? Qu'adviendra-t-il des télescopes Hubble et Webb lorsque leur mission sera terminée ? Que deviennent les sondes spatiales qui explorent la Lune, les planètes et tout le système solaire ? Où se trouvent les vaisseaux Apollo et les navettes spatiales maintenant que ces programmes sont terminés ? De même, qu'advient-il des nombreux satellites que l'on place en orbite terrestre ? On se demande aussi ce qu'il arrive aux fusées dont on se sert pour lancer tous ces engins spatiaux une fois leur brève mission accomplie. C'est ce que nous allons voir. Comme nous sommes en été et que l'on a la chance d'observer le ciel et d'y voir passer des satellites, peut-être vous demandez-vous ce qu'il advient de tous ces satellites une fois leur mission achevée. Mais d'abord, petite question plus générale, comment fait-on, Claude, pour distinguer les satellites qui passent au-dessus de nos têtes parmi les étoiles et les planètes ? Comment fait-on la différence ? C'est assez simple. Si vous observez la voûte céleste pendant plusieurs heures, vous allez voir que les astres se déplacent. La Lune, par exemple, se lève à l'horizon. En fait, tous les astres se lèvent à l'horizon en début de soirée. Durant la nuit, elles vont jusqu'au zénith, puis normalement, le matin, elles se couchent à l'ouest. Dans le cas des satellites, vous allez voir des petites taches lumineuses qui traversent le ciel en quelques minutes. Vous avez le temps de les voir, là. On les voit passer. On peut d'ailleurs, on a le temps de le dire si on est à quelqu'un. Regarde à tel endroit. Donc, les satellites, on les voit passer tranquillement dans le ciel. Il y a aussi comme des étoiles filantes. Ça, c'est des petits grains de sable qui rentrent dans l'atmosphère. Ça dure une fraction de seconde. Fait que si vous voyez une petite luminosité, une fraction de seconde, ça, c'est plus une étoile filante. Mais si vous voyez un point lumineux qui traverse doucement le ciel en l'espace d'à peu près une minute, ou en tout cas plusieurs dizaines de secondes, même ça peut être plus qu'une minute, ça, c'est un satellite. La meilleure moment pour voir des satellites, c'est dans les 2 heures suivant le coucher du soleil. En fait, il se produit un phénomène qui est un peu surprenant, c'est que, disons, 1 heure après le coucher du soleil, nous, au sol, il fait noir, mais dans l'espace, à la hauteur où se trouve le satellite, à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude, il fait encore soleil. Ce qui fait que l'engin spatial est éclairé par le soleil alors que nous sommes dans la noirceur. Autrement dit, le jour, il y a aussi des satellites qui passent au-dessus de notre tête, mais on ne peut pas les voir parce que le ciel est éclairé. Donc, c'est pour ça que si vous regardez en début de soirée, peu après le coucher du soleil, vous avez des bonnes chances de voir passer des satellites. Et ça, c'est donc des satellites. Souvent aussi, ce que vous allez plus de chances de voir, c'est des étages de fusées parce qu'elles sont beaucoup plus grosses. Ils sont beaucoup plus gros que des satellites. Donc, les satellites, ça a peut-être la dimension d'une camionnette. Un étage de fusée, ça a le plus la dimension d'un gros camion ou d'un autobus. Donc, ce que vous risquez de voir plus facilement, c'est des étages de fusée. Il existe, sur votre téléphone cellulaire, vous pouvez installer des applications qui vous disent exactement quand vont passer certains satellites et au moment où ils passent, lesquels sont-ils. Entre autres, la NASA a une application pour voir passer la Station spatiale internationale. Ça, on la voit assez bien. C'est entre guillemets, une grosse étoile qui passe au-dessus de votre tête. Donc, ça va être intéressant d'observer. Il y a des applications qui vont vous dire exactement quel satellite passe à quel moment donné. Donc, ça peut être intéressant. Fait que c'est facile de voir des satellites et c'est toujours amusant de dire « Ah, ça, c'est des engins que nous avons placés en orbite terrestre. » Et c'est donc bien différent des étoiles filantes qu'on peut apercevoir. C'est ça, exactement. Les étoiles filantes, là, si vous avez observé, c'est toujours amusant parce que ça dure une fraction de seconde. Fait que vous n'avez pas le temps de dire à quelqu'un à côté, regarde, le temps que vous pensez de le dire est déjà disparu. Les étoiles filantes, c'est vraiment des grains de sable, des petites roches qui rentrent dans l'atmosphère et qui brûlent en une fraction de seconde. Ça peut être aussi un satellite. Il y a des satellites, on va le voir tantôt, qui rentrent dans l'atmosphère, qui se consument. Eux aussi donnent lieu à des étoiles filantes.
Parfois, si vous voyez, entre guillemets, une étoile filante qui dure beaucoup plus longtemps, qui dure peut-être quelques secondes, quelques dizaines de secondes, là, c'est un gros caillou. Ça peut être un caillou qui a la dimension, par exemple, d'une automobile ou peut-être même d'une maison. Là, et parfois, il y a des cailloux qui se rendent jusqu'au sol. On appelle ça des météorites. Donc, si vous voyez une étoile filante qui dure plusieurs secondes, ça, c'est un gros caillou. Mais généralement, c'est des grains de sable qui durent une fraction de seconde. Et ça peut être un satellite aussi. Qu'arrive-t-il alors aux satellites qu'on peut observer une fois leur mission accomplie? Normalement, une fois que le satellite est accompli, on le laisse en place. On le laisse graviter autour de la Terre. Donc, ça devient une épave. Maintenant, dépendamment de l'altitude à laquelle se trouve le satellite, son sort va être différent. S'il est sur une orbite inférieure à 1000 km d'altitude, il y a suffisamment d'air à 1000 km d'altitude pour freiner sa course, pour ralentir sa trajectoire, sa vitesse. Et là, à ce moment-là, le satellite va se mettre à descendre. Et plus il descend, plus il rencontre de l'air. Et même à la hauteur de la Station spatiale internationale, à 400 km d'altitude, il y a encore suffisamment de molécules d'air pour ralentir le satellite. Et donc, le satellite va être amené à rentrer éventuellement dans l'atmosphère terrestre et à brûler. Donc, tout ce qui est en bas de 1000 km va finir par retomber dans l'atmosphère terrestre et normalement brûler. Ça va être le cas de la station spatiale. C'est pour ça d'ailleurs que régulièrement, on utilise des moteurs fusées à bord de la station spatiale pour remonter l'orbite, pour la maintenir à 400 km d'altitude, parce que sinon, la friction de l'air, on parle de molécules, il n'y a pas vraiment d'air pour respirer, là. Les molécules d'air, il y en a suffisamment à 400 km pour ralentir la station spatiale et la faire retomber sur Terre. Par contre, il y a des satellites qui sont placés beaucoup plus haut. Par exemple, il y a les satellites, les fameux GPS dont on se sert pour se guider. Ça, c'est les satellites Navstar américains ou Galileo européens. Eux, ils sont à 20 000 km d'altitude. Et à cette altitude-là, il n'y a vraiment pas de molécules d'air. Donc, les satellites vont rester là en permanence, à moins qu'on les décroche, à moins qu'on se serve de leur moteur fusée pour les faire retomber sur Terre. Mais généralement, on les laisse là. Donc, les Navstar, il y en a une centaine qui ont été lancés. Les Galileo, il y en a une vingtaine, je pense, ou à peu près. Ils vont rester là pour l'éternité. Il y a une troisième couche de satellites, nos fameux satellites géostationnaires, qui sont à 36 000 km d'altitude. Ça, c'est entre autres nos satellites de télécommunications et météo. Eux aussi, à 36 000 km d'altitude, il n'y a plus de molécules d'air. Ils vont rester là éternellement en orbite. D'ailleurs, c'est intéressant. Parce qu'on lance des satellites en orbite géostationnaire depuis les années 60. Là. Entre autres, le Canada a lancé des ANIC, les Américains ont lancé des Intelsat. Ils sont là. Ils sont en orbite géostationnaire, évidemment inactifs depuis des décennies. Et on peut penser qu'on est en train de construire une espèce de dépositoire pour nos futurs, nos petits-enfants qui pourront aller un jour chercher ces satellites-là, les ramener et les mettre dans des musées. Un peu comme quand on trouve dans le fond des océans des galions romains ou espagnols ou grecs ou quelque chose comme ça, des vieux bateaux dans la Méditerranée. Là, il y en a qui sont enfouis sous la vase et qu'on finit parfois par déterrer. Bien, on peut penser que dans quelques siècles, ou peut-être même bien avant, on aura les technologies pour aller chercher, récupérer nos satellites en orbite géostationnaire et les ramener sur Terre et dans des musées. Donc, on est en train de construire un legs à nos petits-enfants. Actuellement, on n'a pas les moyens. On ne peut pas, par exemple, on n'a pas de navette spatiale, même si on avait la navette spatiale, qui pourrait aller chercher des satellites en orbite géostationnaire. C'est beaucoup trop loin. Mais qui sait si dans 50 ans ou dans 100 ans, ce ne sera pas quelque chose de banal. Donc, on est en train actuellement de construire une belle série de satellites. Quelqu'un pourrait aller chercher des satellites puis dire, voici les technologies des années 60, la technologie des années 70, 80, 90, 2000, 2010, etc. Ça va être vraiment intéressant. J'aimerais ça être un jour dans un musée, dans un siècle à peu près, où on pourrait retrouver nos bons vieux satellites, assez bien conservés d'ailleurs. Et si je ne m'abuse, en orbite géostationnaire, on peut quand même utiliser le carburant des satellites qu'on va décommissionner, les vieux satellites, entre guillemets, pour les mettre sur une orbite qui est peut-être plus lointaine, une orbite de parking, une orbite cimetière, non? Exactement, tu as tout à fait raison. Pour éviter l'encombrement, remarquez bien, c'est très, très vaste l'orbite géostationnaire, là, mais pour éviter l'encombrement, effectivement, lorsque le satellite arrive en fin de vie et qu'il reste encore un peu de carburant, on va le placer un peu plus haut, à quelques milliers de kilomètres plus haut, où là, il dérive tranquillement pas vite. Donc, pour éviter l'encombrement à 36 000 kilomètres, fait qu'il y a un autre cimetière de satellites placé un peu plus en retrait pour éviter l'encombrement, mais en même temps, c'est pas un problème à l'orbite géostationnaire. C'est très, très vaste, l'orbite géostationnaire. Il y a donc des satellites plus proches donc, qui finissent par brûler dans l'atmosphère.
Est-ce que c'est un peu comme des étoiles filantes? Est-ce qu'on peut donc en voir se consumer? Exactement. C'est pour ça, comme je le disais un peu plus tôt, si vous voyez l'étoile filante, c'est probablement un grain de sable qui rentre dans l'atmosphère, mais ça peut être un satellite. Les satellites sont beaucoup plus gros, mais sont en bonne partie constitués de vide par rapport à un grain de sable ou un petit caillou. Donc, le satellite va brûler aussi assez rapidement dans l'atmosphère. Donc, c'est pour ça que ce que vous voyez, ça pourrait être la rentrée d'un satellite. Remarque que c'est relativement rare, dans le sens qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de satellites qui rentrent dans l'atmosphère terrestre chaque jour que de grains de sable, que de petits cailloux. Donc, ça se pourrait que parmi les étoiles filantes que vous voyez, il y ait parfois un satellite. Mais on ne peut pas le savoir, par contre, on ne peut pas faire la différence. On parle de plus en plus d'installer sur orbite terrestre des constellations de satellites, c'est-à-dire des centaines, voire des milliers de machines placées à la même altitude, pour remplir une même mission, comme par exemple un service Internet à très haute vitesse accessible n'importe où sur Terre, comme l'offrent les réseaux Starlink de SpaceX et OneWeb. La constellation des Starlink, justement, devrait compter des dizaines de milliers de satellites, déjà plus de 4500 ayant été lancés. Avec celle de OneWeb qui compte déjà 600 satellites, plusieurs autres constellations sont en préparation. Qu'arrivera-t-il donc à tous ces satellites circulant dans la même portion d'altitude? C'est une bonne question, parce qu'il faut dire que depuis 1957, qu'on a des satellites qu'on place sur différentes orbites. Il y a des satellites d'observation de la Terre à des fins civiles ou militaires, il y a des satellites scientifiques, etc., qui sont placés sur différentes orbites. Là, ce qu'on est en train de faire avec des constellations, c'est de placer une série de satellites à une même altitude. Pas nécessairement sur une même orbite. Ils ne sont pas à la queue leu-leu. Ils peuvent être sur différentes orbites, mais toujours à la même altitude. Par exemple, les Starlink sont à, je pense, c'est 600 km d'altitude, ou à peu près c'est ça, 650 km. 550, je crois. 550 km d'altitude, ouais, c'est quelque chose comme ça. Fait que là, on se retrouve avec un grand nombre de satellites à la même altitude. Il y a donc un peu le risque de collision, surtout que dans le cas de Starlink, on parle de plusieurs milliers de satellites. Dans le cas de OneWeb, ben, c'est 600 satellites. Et il y a d'autres constellations en préparation. Fait que là, ça commence à poser un problème parce que plus il va y avoir de satellites à la même altitude, plus il y a des risques de collision. Donc, là, il faut procéder. Alors que, je reviens aux satellites des années 50, 60, 70, 80, on les laissait sur place et naturellement, ils finissent par descendre, retomber sur Terre, brûler dans l'atmosphère terrestre. Dans le cas des constellations, ben, il faut être un peu plus vigilant. Donc, il va falloir procéder au fait que chaque fois qu'un satellite a terminé sa carrière, il est rendu en fin de vie, le décrocher de l'orbite et l'amener à rentrer dans l'atmosphère terrestre le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, on parle de 2 semaines ou 2 mois. Là, il n'y a pas urgence en la matière, mais il ne faut pas les laisser sur place. Ça va être particulièrement le cas de la constellation Starlink, parce que si un jour, il y a 40 000 satellites en fonction, plus ceux qui ont déjà servi, mais qui ne servent plus. Incidemment, la durée de vie d'un satellite Starlink nous indique que SpaceX est de l'ordre de 5 ans. Donc, le vieillissement se fait assez rapidement. Bien, il va falloir évidemment procéder systématiquement au décrochage de ces satellites-là et les amener à brûler dans l'atmosphère. C'est donc un nouveau phénomène. C'est-à-dire, aujourd'hui, même les autres satellites qui sont placés sur différentes orbites, on a tendance à faire en sorte de les amener le plus rapidement possible brûler dans l'atmosphère pour éviter l'encombrement de l'orbite terrestre. C'est ce qu'on fait de plus en plus, ce qu'on ne faisait pas dans les années 60, 70, 80, mais on fait ça de plus en plus. Mais dans le cas des constellations, ça va même devenir une obligation. Sinon, l'opérateur de la constellation risque d'avoir de gros problèmes parce que s'il y a collision entre 2 satellites, ça crée des débris, ça crée davantage de satellites et débris qui risquent de causer d'autres collisions, donc d'entraîner un effet domino qui pourrait rendre l'orbite totalement inutilisable. C'est le danger qui guette Starlink s'ils ne font pas attention. Mais normalement, ils vont décrocher leurs satellites au fur et à mesure qu'ils n'en auront plus besoin. Et alors, on en parlait en introduction, qu'adviendra-t-il de nos honorables télescopes spatiaux Hubble et Webb? Dans le cas d'Hubble gravite autour de la Terre à 600 km d'altitude. Ça veut dire que normalement, il va perdre de l'altitude et éventuellement rentrer dans l'atmosphère terrestre. Quand vous êtes à 600 km d'altitude, ça va prendre Actuellement, on avait des petits moteurs fusils qui le maintiennent en place. Il est encore en fonction. Hubble, il travaille, il fait encore des observations. Mais quand on va avoir terminé, ben là, on va le laisser dériver et tranquillement, il va descendre vers la Terre et pour éventuellement brûler dans l'atmosphère terrestre, à moins que il y a l'idée de peut-être aller éventuellement le récupérer. Comme ça va se passer dans quelques décennies, peut-être dans 20 ou 30 ans, on a peut-être le temps, entre-temps, de développer des technologies pour le rapporter sur Terre. C'est d'ailleurs une idée que Elon Musk a eue. Il est en discussion avec la NASA. Je pense que dans un premier temps, ce qu'Elon Musk voudrait faire, c'est d'aller arrimer un petit
tâche fusée sur le Hubble pour le garder en orbite suffisamment longtemps pour le temps qu'on développe les technologies nécessaires pour éventuellement le récupérer. Personnellement, je trouverais ça absolument formidable si on pouvait rapporter Hubble sur Terre et le mettre dans un musée. C'est, pour moi, dans l'histoire de l'astronomie, il y a quelques grands télescopes historiques, dont les premières lunettes qu'a utilisé Galilée. On en a quelques exemplaires. Hein. Galilée a fabriqué des télescopes, des lunettes astronomiques qui a donné à différentes personnes. Je ne sais pas si on a la lunette originale qui s'est servie dans les années 1510, 1509 pour observer le ciel la première fois, mais les télescopes utilisés par Galilée, c'est un outil historique. Dans le cas d'Hubble, ça serait la même chose. Ce serait formidable de le rapporter sur Terre. J'ouvre une parenthèse. Si un jour vous allez à Washington, il y a un musée spatial extraordinaire, le National Air and Space Museum. Il y a, on pourrait dire, il y a Hubble 2, c'est-à-dire ils en font toujours 2 exemplaires au cas où il y aurait des problèmes avec un. Il a Hubble 2, il est au musée, on peut voir ce que ça a l'air. C'est un vrai télescope. Il aurait pu être lancé si on avait développé les budgets. Donc, il y a déjà un Hubble 2 dans le musée, on peut l'observer. Ce serait extraordinaire d'avoir l'original. Quant à Webb, comme on en a parlé, Webb, lui, il est situé au point Lagrange 2, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Il est donc entre la Terre et Mars, si je peux dire, en tout cas du côté de Mars, mais toujours dans l'axe Terre-Soleil, de l'autre côté, donc vers l'extérieur du système solaire. À 1,5 million de kilomètres, évidemment, il n'y a pas de molécules d'air. Le télescope va rester comme ça éternellement à cet endroit-là. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Il y a déjà plusieurs autres télescopes qui ont été lancés dans les années 90-2000, qui ont fini leur carrière, mais qui sont restés là. Donc, en fin de carrière, dans quoi? Une vingtaine d'années, une trentaine d'années, il va devenir une épave, puis il va rester là à tout jamais. À moins, encore une fois, que dans un siècle, on ait le récupérer puis le rapporter sur Terre, on ne sait jamais. Mais lui, il est destiné à rester éternellement dans l'espace, alors que Hubble va finir par brûler dans l'atmosphère terrestre si on ne va pas le chercher. Maintenant, quel est le plus vieux satellite qui gravite encore de nos jours en orbite terrestre, Claude? C'est une question amusante, ça, qui est souvent posée d'ailleurs. C'est un satellite américain qui a été lancé le 17 mars 1958 et qui s'appelle Vanguard 1. Avant-Garde 1. C'est le deuxième satellite placé en orbite par les Américains, le premier étant Explorer 1. Le Vanguard, il a donc été placé il y a 64 ans en orbite. Il est encore donc dans l'espace et on pense qu'il va rester encore jusqu'en l'an 2200. Il y a encore un bon 200 ans à graviter autour de la Terre. Il faut savoir qu'il est à une altitude qui varie entre 600 et 3000 km d'altitude. Il y a encore de l'air où il se trouve, mais le satellite, d'abord, c'est un tout petit satellite qui a à peu près la grosseur d'une boule de quille, qui pèse 1,5 kg. Donc, il est très petit. Il est moins sujet à la traînée atmosphérique, aux molécules d'air, que de gros satellites comme Hubble, par exemple. Donc, c'est un petit boulet, on pourrait dire presque un petit boulet de canon qui est en orbite autour de la Terre, qui devrait encore être là pour 200 ans, à moins que... Je me demande, moi, je me suis posé en préparant le balado actuel, je me dis... Est-ce qu'il n'y aura pas des entreprises privées, mettons dans un siècle par exemple, qui auront le but d'aller chercher, récupérer toutes sortes de satellites qui traînent en orbite pour les ramener sur Terre, un peu comme nos archéologues qui vont chercher des navires anciens au fond des océans, etc. Donc, peut-être qu'il y aura des entreprises privées qui vont dire, on va aller chercher le Vanguard. À ma connaissance, on sait exactement sur quelle orbite il est, on sait exactement où il est, mais évidemment, ce serait un défi technique d'aller récupérer une espèce de boule de quille. C'est quand même très, très petit. Il faut la repérer exactement où elle est puis la ramener sur Terre. Mais théoriquement, on pourrait le faire. On pourrait même le faire actuellement, mais ça serait un peu chasser une aiguille dans une botte de foin. Et à noter que, pour l'anecdote, Vanguard 1, c'est aussi le premier satellite à avoir utilisé des cellules photovoltaïques pour générer son électricité de bord. Exactement. D'ailleurs, un autre détail amusant, c'est qu'il y avait un récepteur radio sur ce satellite-là et les ingénieurs avaient oublié de mettre un bouton ou une commande pour l'arrêter. Qui fait que pendant des années de temps, le satellite continuait d'envoyer des données alors que plus personne ne voulait l'écouter. On était rendu ailleurs. Et on espérait qu'un jour, l'émetteur radio allait mourir de sa belle mort, ce qui est arrivé. Mais les ingénieurs avaient oublié de mettre une commande qui permettait d'arrêter l'émetteur radio. Évidemment, par la suite, on a fait attention de dire quand on n'a plus besoin de satellite, il faut éteindre son émetteur radio. Sinon, ça fait de l'interférence. Et donc, la production totale d'électricité de ces petits panneaux solaires a voisiné les 1 watt. C'est ça. En comparaison, quand on y pense, hein? Oui, en comparaison, la station spatiale produit 110 kilowatts.
Voilà. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, un watt, là, pensez à une ampoule électrique, là, je ne sais pas, les petites ampoules pour sur les sapins de Noël, peut-être que c'est ça, des ampoules d'1 watt, mais c'est très, très peu. Là. Oui. Et Vanguard 1 n'est pas seul, puisqu'il est aussi accompagné par le 3e étage de la fusée qu'il a lancé, qui est sur une orbite voisine. Exactement, c'est ça. Lui, il est plus susceptible de rentrer plus rapidement parce qu'il est plus gros, là, mais effectivement. Et qu'est-il arrivé aux premiers Spoutnik, les cousins soviétiques qui ont été lancés en 1957? On sait qu'effectivement, les Soviétiques ont lancé Sputnik 1 le 4 octobre 1957, puis Sputnik 2 un mois plus tard, le 3 novembre. Sputnik 2, c'est le satellite à bord duquel il y avait une chienne, le Laika. Ces satellites-là, eux, ont eu une vie beaucoup plus courte. Ils sont restés quelques mois en orbite. En fait, 3 mois dans le cas de Sputnik 1 et 5 mois dans le cas de Sputnik 2. Donc, ils sont rentrés dans l'atmosphère, ils ont brûlé, ils ont été rapidement détruits. Fait que les Américains ont toujours eu une petite, entre guillemets, revanche, c'est-à-dire que les premiers satellites, les Russes, les Soviétiques ont été les premiers à lancer des satellites, mais ces satellites-là sont demeurés peu de temps dans l'espace, alors que les Américains, leur 2e satellite, est encore en orbite. Petit objet de fierté nationale. Oui, mais c'était une époque assez compliquée. Il y a aussi une autre anecdote. Avant le lancement de Vanguard 1, il y a eu une autre tentative de lancement qui a, elle, échoué. Et si je me souviens bien, le satellite a explosé au sol. Enfin, la fusée a explosé au sol. Le satellite a été projeté et il a commencé à émettre une fois au sol. Exactement. Et ce satellite-là, c'est le Vanguard TV3 dont tu parles, qui était. Les Américains ont tenté de lancer un satellite le 3 décembre 1957. La fusée a explosé et s'était diffusé en direct à la télévision. Donc, un échec américain au vu au-dessus de tout le monde. Le satellite, effectivement, a été catapulté un peu plus loin, a été récupéré. Et si vous allez au musée spatial de Washington, dont je parlais tantôt, il est là, on peut le voir. Donc, on peut voir le premier satellite américain qui n'a jamais été en orbite. Et il est un peu abîmé, là, les antennes sont croches, mais le satellite a été récupéré et aujourd'hui, il est au musée. Et quand on le voit, moi, je suis allé le voir, je me dis, c'est un vrai, là. C'est pas une maquette, c'est vraiment le vrai satellite qui aurait pu être le premier satellite américain à aller en orbite, mais qui se retrouve aujourd'hui au musée. Et qui avait été surnommé Kaputnik, c'est ça? Exactement. Voilà. Mais à part les petits satellites du début, il y a aussi de très gros engins spatiaux dans l'espace, et qui posent donc, j'imagine, des problèmes plus gros aussi. Exactement, parce que quand vous avez un petit satellite, c'est comme quand vous avez un petit caillou qui rentre dans l'atmosphère terrestre, il brûle. Plus l'engin est gros, plus ça va prendre de temps à brûler, et rendu à une certaine masse, là, il y a des morceaux qui ne brûleront pas dans l'atmosphère, qui vont se rendre jusque sur Terre. Donc, il faut faire attention. On pense à des satellites qui pèsent 10 tonnes et plus. Ceux-là, ils peuvent, dans certaines circonstances, totalement se volatiliser dans l'atmosphère, mais ils peuvent aussi, certains débris peuvent revenir sur Terre. Donc, il faut faire attention. Les gros satellites, on ne les laisse pas rentrer naturellement. On contrôle leur entrée afin d'éviter qu'ils tombent, par exemple, en zone habitée. On s'organise pour que ces satellites-là rentrent au-dessus d'un océan, de sorte que s'il y a des débris qui se rendent jusqu'au sol, bien, ils vont tomber à l'eau. Il faut savoir, hein, les 2/3 de la Terre sont recouverts d'eau. Ça veut dire que chaque jour, lorsqu'il y a des cailloux qui rentrent dans l'atmosphère terrestre ou des satellites, s'ils sont suffisamment gros pour se rendre jusqu'au sol, 2 fois sur 3, ils tombent dans l'océan. Donc, c'est ce qu'on fait avec les gros satellites parce qu'eux risquent de faire parvenir des débris jusqu'au sol. Ce sera le cas donc de la Station spatiale internationale, l'engin le plus massif actuellement en orbite terrestre, celle-ci ayant une masse de plus de 400 tonnes. Alors pour quand est prévue la fin de l'ISS et que fera-t-on d'elle par la suite? Il est actuellement prévu d'opérer la station spatiale jusqu'en 2030. Ce sera probablement à peu près à ce moment-là que le programme va prendre fin, peut-être en 2031, là, parce que 2030, peut-être que pour vous et moi, ça paraît un peu loin. On est juste en 2023, mais dans le domaine spatial, c'est après-demain. Donc, on arrive au terme du programme. Et là, effectivement, il va falloir procéder à la destruction du satellite. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir, il y a ce qu'on appelle le cimetière des satellites, c'est-à-dire un endroit sur Terre où, justement, on dirige les gros satellites pour faire en sorte que s'il y a des morceaux de ces satellites-là qui parviennent jusqu'au sol, ils vont tomber dans l'océan. Le cimetière des satellites se trouve dans le Pacifique, évidemment, le plus grand océan, dans la partie sud, au large de l'Australie, au nord-ouest de l'Australie. Il y a une grande zone très, très peu habitée où il n'y a à peu près pas d'îles, il n'y a à peu près personne. Donc, c'est là qu'on dirige les gros engins spatiaux pour faire en sorte que s'il y a des débris qui se rendent, bien, ils vont tomber à l'eau. Ça va être le cas de la Station spatiale internationale. Donc, normalement, vers 2030-2031,
Il y aura évidemment plus personne à bord. On va se servir des moteurs fusées de la station, ou en fait d'un vaisseau Progress normalement, pour amener la station à rentrer dans l'atmosphère. Enfin, la rentrée va se faire probablement au-dessus de l'Afrique et la friction va faire en sorte que la station va se désintégrer au-dessus du Pacifique. Et il y a sûrement des pièces qui vont se rendre jusqu'au sol parce qu'une station de 400 tonnes, il y a beaucoup de matière et tout ne brûlera pas dans l'atmosphère. Donc, il y a des débris qui vont tomber dans l'océan. Et on peut penser qu'à ce moment-là, il y a quand même des avions de repérage qui vont filmer la scène. On va voir, c'est comme la rentrée d'une météorite. Donc, on va la voir se briser en 1000 morceaux, 1001 petites comètes dans l'atmosphère terrestre. Et il y a des débris qui vont arriver à l'eau. On ne pourra probablement pas les récupérer parce qu'ils vont tomber dans le fond des océans, mais il n'y a pas de doute qu'il y a un certain nombre de débris. Vous savez, les engins qui pèsent 10 tonnes et plus posent problème avec des risques de débris qui se rendent jusqu'au sol. Ça fait qu'on peut imaginer qu'une station de 400 tonnes, il y a beaucoup de matière qui vont se rendre jusqu'au sol. Donc, il va falloir faire attention. Il ne faudra pas la laisser aller comme ça, qu'elle rentre n'importe où parce que ça pourrait être dangereux. Est-ce que ça a été la même problématique pour les précédentes stations orbitales, Skylab, Salyut ou Mir? Exactement, parce que là, on parle d'engins qui pèsent, les Salyut pesaient une vingtaine de tonnes, Skylab pesait 75 tonnes, donc il fallait procéder à leur entrée contrôlée dans l'atmosphère, ce qu'on n'a pas toujours réussi, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que la plupart des vaisseaux Salyut ont été précipités vers le cimetière du Pacifique Sud. Dans le cas de Skylab, les gens vont peut-être se souvenir, en fait, les plus vieux d'entre nous, qu'on en avait perdu le contrôle. C'est-à-dire que au terme du programme Skylab, d'ailleurs, on va en parler dans un prochain balado du Skylab, la suite de Skylab. Dans le cas du Skylab, la NASA avait espéré maintenir la station spatiale en orbite jusque dans les années 80 et que des équipages de la navette spatiale pourraient retourner à bord du Skylab, soit voir dans quel état il est, ou peut-être même conduire certaines expériences. Sauf que dans les années 70, il y a eu des tempêtes solaires un peu plus intenses qu'on l'avait prévu, ce qui a eu pour conséquence de précipiter le Skylab vers la Terre. Et le Skylab est rentré dans l'atmosphère terrestre en juillet 1979, hors contrôle. C'est-à-dire que là, on ne pouvait pas savoir exactement où il allait s'abattre. Il aurait pu tomber n'importe où sur Terre, soit au-dessus de l'Afrique, soit au-dessus de l'Europe, soit au-dessus des Amériques, etc. Par chance, il est naturellement tombé dans le cimetière des satellites. Donc, il s'est ramassé dans le Pacifique Sud, au large de l'Australie. Mais il y a quand même quelques morceaux de Skylab qui ont survécu et qui ont abouti en territoire australien, c'est-à-dire dans des déserts d'Australie. On a récupéré quelques réservoirs du Skylab. Il y a eu quelques morceaux. Évidemment, aucune victime. Donc, ça s'est bien passé, mais on a vraiment été chanceux parce qu'il aurait pu tomber au-dessus de l'Amérique ou au-dessus de l'Europe. Il faut savoir juste un détail, hein, même s'il était rentré au-dessus de l'Amérique ou d'une région habitée, les probabilités de faire des dommages sont quand même assez minces. On a juste à penser à l'accident de Columbia, la navette spatiale Columbia en février 2003. La navette est rentrée au-dessus du sud des États-Unis. Là, elle est passée comme au-dessus de Los Angeles, elle est passée même presque jusqu'à Houston, elle est donc tombée en zone habitée. Mais même s'il y a même des débris qui se sont ramassés dans un stationnement de centre d'achat, il n'y a personne qui a été victime au sol. Donc, les probabilités sont quand même assez minces, mais évidemment, on ne prendra pas de chance. Dans le cas des Salyut, les Soviétiques ont lancé une dizaine de Salyut, on en a parlé dans des balados récemment. Ils ont normalement toujours contrôlé la rentrée des Salyut dans l'atmosphère terrestre, sauf le cas du Salyut 7, dont ils ont perdu le contrôle au début des années 90. Et le satellite s'est donc rentré dans l'atmosphère au large au-dessus du Pacifique, mais au large de l'Amérique du Sud. De sorte que certains morceaux ont abouti, entre autres en Argentine. Il y a eu des pièces qui sont ramassées donc, en territoire qui ont été récupérées. Encore là, aucune victime. Mais on a été chanceux parce que le satellite aurait pu rentrer en zone beaucoup plus habitée. Mais c'est un des exemples où les Soviétiques ont perdu le contrôle de leur station spatiale. Donc, mais il ne faut pas faire ça. Je rajouterai un détail. Peut-être que certains de vous s'en rappelleront ou pas, mais il y a eu la même chose avec la station Mir. Mir, donc une station beaucoup plus importante. Je pense que Mir pesait une centaine de tonnes. Mais aussi, il a fallu assurer la rentrée contrôlée de cette station-là, l'amener donc à se détruire dans le cimetière des satellites. Maintenant, ce que je voulais souligner, c'est que peut-être certains d'entre vous s'en rappelleront, c'est qu'à l'époque où Mir devait rentrer dans l'atmosphère terrestre, on nous rapportait que Nostradamus aurait prédit que la station Mir allait s'écraser au-dessus de Paris et que ce serait la fin du monde.
C'était une prédiction totalement farfelue, véhiculée par quelqu'un dont on connaît le nom, mais on ne savait pas qu'il était un Nostradamusien, qui s'appelle Paco Rabanne. Si vous connaissez les parfums Paco Rabanne. Paco Rabanne, supposément, qui interprétait certains centuries de Nostradamus à l'effet qu'il avait annoncé que Mir provoquerait la fin du monde. En soi, c'était absurde de penser que la rentrée d'une station spatiale, d'ailleurs, il pourrait y avoir des blessés au sol dans les pires circonstances, mais en aucune façon, ça pourrait déclencher la fin du monde. Mais on avait attribué à Nostradamus, comme on y attribue toutes sortes de prédictions aussi farfelues les unes que les autres, à l'effet que ça allait provoquer. Donc, Mir, selon Paco Rabanne, devait s'écraser au-dessus de Paris, entraîner la fin du monde. À l'époque, il y a beaucoup de gens qui craignaient ça, qui pensaient que c'est vrai, parce qu'on pense que c'est vrai. On pense que Nostradamus prédit l'avenir, ce qui n'est pas le cas, c'est jamais le cas. Moi, à l'époque, je disais aux gens, non, il n'y a pas à s'inquiéter, ça n'a aucun sens. Les gens disaient, ouais, mais M. Lafleur, on ne sait jamais. Je disais, non, on le sait, ça n'avait pas d'allure. Mais pourtant, il y a des gens qui y ont cru. Aujourd'hui, ça fait sourire. Et donc, ce sera la même chose pour la station orbitale qu'opèrent en ce moment les Chinois? Exactement. En fait, comme on en a parlé dans le balado au début de l'année, les Chinois ont actuellement une station spatiale qui se compare à la station Mir, mais la version à peu près 1990, c'est-à-dire que par la suite, les Russes ont rajouté des modules. La Mir est devenue plus grande que la version finale de la station chinoise, mais la station finale chinoise actuelle, dans laquelle 3 astronautes chinois sont en fonction, réalisent des séries d'expériences. Donc, cette station-là chinoise est prévue pour fonctionner à peu près une dizaine d'années. Les Chinois nous ont dit que probablement qu'elle prendrait fin vers 2030. Et là aussi, il va falloir s'assurer que cette station-là ne tombe pas n'importe où sur Terre. Donc, on peut penser que les Chinois vont effectivement la diriger vers le cimetière des satellites. Je mets un doute, on peut penser, parce que les Chinois sont beaucoup moins soucieux de protéger l'ensemble de l'humanité de leurs déchets spatiaux. On pense, entre autres, la fameuse justement station chinoise a été assemblée, constituée de 3 modules, de 3 gros modules d'à peu près une vingtaine de tonnes chacun, lancés par la fusée chinoise la plus puissante qui existe. Et cette fusée-là, au moment de la mise en orbite du module de la station spatiale, a aussi le 2e étage qui est placé en orbite, un gros engin, et normalement, on devrait procéder lui aussi à la destruction de cet engin-là, de cet étage fusée-là au-dessus du Pacifique, ce que les Chinois ne font pas. Ce qui fait que, dans le cas de la station spatiale chinoise, il y a eu 3 fois où ils ont lancé donc un module avec un étage fusée de taille importante, et ils l'ont tout simplement laissé rentrer dans l'atmosphère n'importe où. Il n'y a pas eu d'accident, mais ça cause à chaque fois un peu une certaine crainte de dire, un jour, il y a peut-être un de ces étages fusées-là qui va causer un accident. Les Chinois sont moins soucieux que nous, on l'est. On va le voir d'ailleurs tantôt quand on parlera de fusées chinoises. Donc, on imagine que dans le cas de leur station spatiale, ils ne laisseront pas comme ça rentrer n'importe où dans l'atmosphère terrestre, mais ça va probablement être le cas, mais ça reste à voir pareil. Et qu'est-il advenu des précédentes stations Tiangong 1 et 2? Exactement. Ça, c'était des stations qui ressemblaient aux stations Salyut, donc des engins d'à peu près une vingtaine de tonnes. Et effectivement, dans ce cas-là, les Chinois, une fois que leur mission était complétée, les Chinois les ont dirigés vers le cimetière des satellites, donc il n'y a pas eu de danger. C'est pour ça qu'on pense qu'ils vont faire la même chose avec leur 3e station spatiale, mais ça reste à voir parce que les Chinois sont... D'ailleurs, souvent, ils soulèvent les protestations internationales où les agences spatiales, entre autres la NASA et l'Agence spatiale européenne, disent aux Chinois, vous ne pouvez pas fonctionner comme vous le faites. Donc, on peut penser que dans le cas de la 3e station, ils vont faire la même chose que les 2 premières, la précipiter vers le cimetière des satellites. Mais on lance aussi des sondes spatiales qu'on expédie à travers quasiment tout le système solaire, et il va de soi que celles-ci ne se consument pas dans l'atmosphère terrestre. Que deviennent donc les sondes qu'on place en orbite autour de la Lune pour l'étudier une fois leur mission complétée? Comme il n'y a pas d'atmosphère autour de notre satellite naturel, ces sondes ne peuvent donc pas s'y consumer. Donc est-ce qu'elles restent en orbite? Non, on les précipite sur la Lune parce qu'on ne veut pas l'encombrement de l'orbite lunaire. C'est-à-dire que si vous laissez des anciens satellites en orbite autour de la Lune, que vous en placez des nouveaux, il y a un petit risque de collision. Donc, à chaque fois qu'une sonde lunaire en orbite a terminé sa mission, on la précipite sur la Lune, on la fait s'écraser sur la Lune, évidemment, où là, il n'y a aucun danger pour qui que ce soit. Donc, tout simplement, on la fait s'écraser sur la Lune. Et étant donné qu'il n'y a pas d'atmosphère, Claude, est-ce que c'est pas quand même polluer un peu la surface de la Lune, d'y faire s'écraser des anciens satellites?
Oui, mais là, écoutez, des satellites lunaires, il y en a quelques dizaines, peut-être une vingtaine, une trentaine maximum. Donc, il y a peut-être une vingtaine, une trentaine d'endroits sur la Lune où il y a un débris de sonde qui s'est écrasé sur la Lune. C'est pas vraiment un enjeu important pour l'instant. Là. Et surtout, j'avais vu qu'avec le genre de vitesse à laquelle les sondes arrivent, elles sont immédiatement pulvérisées. Oui. Ah oui, absolument. C'est pour ça que peut-être qu'un jour, des archéologues vont trouver des restes, comme on trouve parfois des restes de campements humains en Afrique. Là. Ils vont peut-être trouver des petits restes, mais ce sera pas quelque chose de palpable. Et qu'arrive-t-il aux sondes qui se sont posées, elles, sans dommage, sur la Lune? On pense évidemment aux sondes chinoises Chang'e et aux astromobiles U2, mais aussi les sondes américaines Surveyor et soviétiques Luna, qui sont posées sur la Lune dans les années 60 et 70, ainsi qu'aux 2 astromobiles soviétiques Lunokhod. Et que sont devenues toutes ces machines? Ce qui est intéressant, sur la Lune, donc, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'érosion. Donc, les sondes demeurent en parfait état. Ils sont à peu près dans le même état qu'elles étaient à l'époque. Il n'y a rien pour les user. Sinon que sur la Lune, il y a encore là des micrométéorites qui tombent un peu comme sur Terre, évidemment, qui ne brûlent pas dans l'atmosphère lunaire puisqu'il n'y a pas d'atmosphère. Donc, elles vont recevoir des petits grains. Mais en même temps, sur l'échelle de la Lune, pour la dimension qu'elles sont, c'est peu probable qu'elles soient affectées. Ce qui fait que si on retrouvait, un jour, on va retrouver ces engins-là, les engins qu'on a fait poser sur la Lune dans les années 60, 70 et plus récemment, ils vont être à peu près dans le même état qu'elles étaient à l'époque, donc au moment de leur atterrissage, presque aussi neufs, peut-être un tout petit peu usés, peut-être avec un petit peu de poussière lunaire dessus, mais elles vont se conserver. D'ailleurs, il faut savoir que les terrains explorés par les astronautes d'Apollo, quand ils foulaient le sol lunaire, ils foulaient un sol qui n'avait pas changé depuis des milliards d'années. Hein. Sur Terre, on a l'érosion, le sol change constamment. Sur la Lune, les paysages que vous voyez étaient tels quels il y a des centaines de millions, voire des milliards d'années. Donc, les sondes qui se sont posées sur la Lune sont dans le même état et elles vont rester là pour toujours, à moins qu'un jour, on aille les récupérer et les rapporter au musée. Moi, j'aimerais ça me réincarner sur Terre dans quelques siècles pour être le directeur d'un musée spatial avec de véritables engins qu'on va aller récupérer dans l'espace. Ça sera malheureusement pas le cas. On va laisser des instructions, Claude, pour te réincarner. C'est bon. Ce sera fait. Et donc, est-ce que c'est la même chose pour les modules lunaires d'Apollo? Parce qu'ils sont toujours là, j'imagine. Ben oui et non. Faut savoir que le module lunaire était composé de 2 étages. Il y avait l'étage pour se poser sur la Lune, là, celui sur lequel il y a les pattes. Et ça restait à la base. Donc, eux sont là, ils sont dans le même état qu'ils étaient au moment où les astronautes ont quitté la Lune. Et il y a l'étage supérieur à bord duquel prenait place l'équipage qui décollait de la Lune pour aller rejoindre la capsule Apollo et revenir sur Terre. Fait que cet étage-là, une fois qu'il avait terminé sa mission, on l'envoyait s'écraser sur la Lune. Donc, encore là, un débris qui s'est pulvérisé à la surface de la Lune. Ce qui fait que si on retournait sur les sites d'Apollo, on retrouvait l'étage de base dans son état tel quel, où il n'y a à peu près rien de changé depuis la mission Apollo. Par contre, la partie supérieure n'existe plus. Et qu'est-il arrivé au module lunaire d'Apollo 13, qui, comme chacun sait, ne s'est pas posé sur la Lune, mais a servi de canot de sauvetage pour l'équipage? Exactement. Il faut comprendre, quand les astronautes d'Apollo 13 se sont rendus jusqu'à la Lune, ils ont fait le tour de la Lune, ils sont revenus vers la Terre avec le module lunaire et eux, ils étaient à bord du module de commande Apollo. Au moment de leur rentrée dans l'atmosphère terrestre pour revenir se poser dans le Pacifique, le module lunaire, lui, il a poursuivi sa course et lui aussi, il est rentré dans l'atmosphère terrestre, mais lui, évidemment, il n'y a pas de bouclier thermique, il n'est pas conçu pour survivre à une rentrée dans l'atmosphère, donc il a brûlé dans l'atmosphère terrestre, comme les satellites dont on a parlé un peu plus tôt. Il y a quand même quelques débris qui se sont ramassés, qui ont survécu à la rentrée et qui sont tombés dans le Pacifique. Fait que théoriquement, au fond du Pacifique, quelque part, il y a quelques traces du module lunaire. C'est le seul module lunaire qui a brûlé dans l'atmosphère terrestre. Non, il y aurait aussi celui du module Apollo 10, peut-être Apollo 9. Apollo 9, exactement, qui a brûlé dans l'atmosphère terrestre, mais lui, c'était prévu. Donc, le module lunaire d'Apollo 13 est revenu sur Terre comme la capsule, mais lui, évidemment, il n'a pas survécu à la traversée de l'atmosphère. Et qu'advient-il des traces de pas des astronautes? Est-ce qu'elles existent encore, ou bien est-ce que le vent solaire ou bien la poussière lunaire les a effacées? Et non, c'est ça qui est intéressant, hein? C'est que, tu sais, si sur Terre, si vous marchez dans la neige l'hiver, c'est pas long que les traces disparaissent parce que soit qu'il neige par-dessus ou le vent les efface.
Dans le cas de la Lune, au contraire, les traces sont telles quelles. Ils n'ont à peu près pas changé. D'ailleurs, il y a certaines sondes en orbite lunaire qui sont munies de très puissantes caméras qui ont, je dirais qu'ils ont réussi à photographier les traces de pas parce qu'on les voit à peine, mais ils ont photographié par contre les traces laissées par les astromobiles Lunokhod ou les jeeps lunaires que les astronautes ont employés. On voit le trajet. D'ailleurs, on a été capable de reconstruire exactement le trajet des Lunokhod soviétiques parce qu'on est capable de vérifier, de voir les traces laissées par les roues. Donc, les traces laissées par Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont telles quelles. Ils n'ont pas été touchés. Comme je disais tantôt, hein, les astronautes ont exploré un paysage qui n'avait pas changé depuis des milliards d'années. Ben, là où ils sont allés, les traces qu'ils ont laissées n'ont pas changé depuis des décennies. Et si on n'y retourne pas, si on laisse tel quel le site, il va être tel quel dans des millions d'années. Et est-ce qu'un jour, justement, on pourra retourner sur ces sites explorés par les astronautes d'Apollo et puis observer le drapeau flotter au vent? Ça va être tentant, hein? Ça va être tentant d'y retourner. On peut penser que dans quelques décennies, lorsque ça va être plus facile d'aller sur la Lune, il y a peut-être des entreprises privées qui vont vouloir retourner sur le site pour voir. Ça va soulever un problème, entre guillemets, d'éthique, c'est-à-dire, est-ce que c'est des sites qu'on peut aller, sur lesquels on peut retourner? Ou au contraire, ce sera des sites protégés où on n'y va pas. On pourra à la rigueur envoyer, entre guillemets, des drones survoler le site pour voir un peu de plus près ce qu'il y a de l'air. Mais je pense surtout le site d'Apollo 11, on va sûrement se dire pas touche. Peut-être que même on mettra un dôme dessus pour le protéger, un peu comme Stonehenge ou je ne sais pas trop. Mais je veux dire, théoriquement, ça serait possible, mais ça serait peut-être saccager l'environnement si on envoyait des explorateurs sur le site d'Apollo 11 marcher par-dessus les traces des astronautes. Surtout que, comme je viens de le dire, les traces sont telles quelles. S'ils avaient été effacés, c'est un peu différent, mais là, ça serait effacer les traces de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin, ça serait, je pense, scandaleux. Mais le site va exister tel quel et qui sait si dans quelques siècles, ça ne deviendra pas une espèce d'attraction touristique. Peut-être un peu comme Stonehenge où on n'a pas accès directement au site, mais en périphérie du site. Ce sera peut-être quelque chose comme ça. Oui, parce qu'on connaît les humains, on sait tout de suite qu'ils vont laisser les restes de pique-nique au milieu du site, ce serait pas propre. Exactement, ce serait scandaleux. Surtout qu'on effacerait des tasses qui, théoriquement, vont rester là pendant des millénaires, des millions d'années même. Et qu'ont laissé derrière eux les astronautes d'Apollo sur la Lune? J'imagine qu'il doit y avoir des instruments ou des emballages qui sont toujours présents. Exactement. En fait, ils ont laissé pas mal de matériel. D'abord, évidemment, on pense à l'étage de base du module lunaire, mais aussi, à chaque fois qu'ils étaient sur la Lune, ils déployaient des instruments scientifiques, notamment des sismomètres, des appareils de mesure de rayons cosmiques, etc. Donc, ces appareils-là sont là tels quels. On t'a mentionné tantôt le drapeau américain. Le drapeau américain, il est là. Dans certains cas, on sait que le drapeau est tombé au moment du décollage du module lunaire, donc il repose au sol. Dans d'autres cas, il est probablement planté tel qu'il est là. Peut-être que la toile elle-même a été percée par des micrométéorites, mais le drapeau devrait être tel quel. Et il faut savoir aussi que juste avant de décoller, les astronautes, pour alléger leur module lunaire, se sont débarrassés le plus possible de matériel. Donc, ils ont jeté par les hublots différents équipements, dont les bottes pour marcher sur la Lune, dont le sac à dos qu'ils avaient. Ils ont donc tout simplement ouvert la porte et jeté ça par-dessus bord. Ils ont jeté aussi des sacs de déchets, des restants de lunch, possiblement des couches, parce qu'ils portent des couches, etc. C'est ce que j'avais dit, voilà. C'est ça, c'est ce qu'on rapporte assez souvent. Donc, au pied de l'échelle du module lunaire, il y a des déchets. C'est comme les gens qui vont explorer le mont Everest, là, ils montent avec des déchets, ils les laissent sur place. Bon, maintenant, il y a des politiques pour dire vous devez redescendre vos déchets, mais les humains sont comme ça. On va quelque part, on consomme, on jette nos déchets comme s'ils allaient disparaître dans la nature. Et j'ajouterais, les astronautes d'Apollo, ils reflètent un peu la façon dont on vivait dans les années 60, période que moi j'ai connue, où à l'époque, les déchets, on ne les recycle pas. Les déchets, on ne les envoie pas non plus dans des centres de tri ou quelque chose du genre. On les jette tout simplement dans l'environnement. Moi, je me souviens, dans le village d'où ma famille origine, il y avait un peu partout, par exemple, des vieilles voitures abandonnées. Il y avait comme un champ quelque part, je ne sais pas si ça appartenait à quelqu'un. Les gens allaient porter leurs vieilles voitures là, puis on les laissait tout simplement là. Évidemment, on jetait tout à l'eau, on jetait tout... ce qui fait qu'à l'époque, on ne pensait pas à protéger l'environnement. Et dans le cas des astronautes, jamais personne ne s'est posé la question, vous laissez derrière vous des déchets, c'était tout à fait normal. Je ne suis pas certain que les prochains astronautes qui vont aller sur la Lune vont pouvoir fonctionner de la même façon. On va leur dire, écoutez,
C'est ça exactement, mais ça montre un peu le changement de paradigme, le changement de société dans lequel on vit. Il y a plein de comportements à l'époque, puis moi j'ai connu cette époque-là où on ne se souciait pas de nos déchets, on les jetait à l'eau, on les jetait dans un champ, on les entreposait n'importe où. Aujourd'hui, c'est des choses impensables. Donc à l'époque d'Apollo, les astronautes étaient comme tout le monde fonctionnait. Les déchets, on les jette tout simplement dans l'environnement. Comme à l'époque, les premières personnes qui allaient sur le mont Everest laissaient derrière eux leurs déchets, alors qu'aujourd'hui, c'est impensable de faire une telle chose. Il y a aussi un déchet particulier sur la Lune. Quelque part, il y a la balle de golf de John Young. De Alan Shepard. Oui, c'est ça. C'est Alan Shepard. Pardon. C'est Alan Shepard qui a joué au golf, oui, c'est ça. Bonne chance pour la retrouver. on pourrait peut-être mentionner 2 petits détails. Hein. Un des instruments qui est peut-être en fonction encore, mais je ne sais pas si on s'en sert encore, c'est que les astronautes d'Apollo, comme les Soviétiques, avaient placé sur la Lune des petits miroirs servant à mesurer les distances Terre-Lune à l'aide d'un rayon laser. C'est-à-dire qu'ils ont installé donc une cible laser sur le sol lunaire et à partir de la Terre, on pouvait envoyer un rayon laser pour mesurer exactement les variations de distance entre la Terre et la Lune. Et entre autres, les 2 astromobiles Lunokhod possédaient un miroir laser conçu par la France. Miroir laser qui théoriquement serait encore disponible. Je ne sais pas si on peut s'en servir, mais oui, tout à fait. C'est sur encore, la France. Hein? C'est encore régulièrement utilisé, oui. Oui, c'est encore... OK, on fait encore ce genre de mesures-là, tu sais. Fait que les Français ont installé sur la Lune 2 miroirs, 2 cibles laser, comme les astronautes d'Apollo, qu'on peut théoriquement se servir encore aujourd'hui. Et depuis une 50aine d'années, on explore aussi la planète Mars à l'aide de sondes qu'on place en orbite ou qui se posent sur la planète rouge. On pense bien entendu aux sondes Mariner, Viking et Insight, mais également aux astromobiles Spirit, Opportunity, Curiosity, Perseverance, ainsi qu'à l'hélicoptère Ingenuity. Alors pour commencer, que deviennent les sondes qu'on place en orbite autour de Mars une fois leur mission accomplie? On sait que Mars possède une atmosphère aussi, mais qui est 100 fois moins dense que la nôtre. Est-ce que c'est suffisant pour se faire consumer les sondes? Ben, exactement. Hein? Comme dans le cas de la Lune ou dans le cas de la Terre, on précipite les sondes vers l'atmosphère pour les détruire. Et effectivement, même si l'atmosphère martienne est 100 fois plus ténue que la Terre, c'est suffisant quand même pour que les sondes y brûlent. D'ailleurs, quand on envoie des engins se poser sur la planète Mars, on doit les équiper de boucliers thermiques pour leur permettre de traverser l'atmosphère. Sinon, elles brûleraient en cours de route. Donc, on précipite les sondes martiennes une fois que leur mission est terminée dans l'atmosphère où elles se consument, où elles brûlent comme nos satellites en orbite terrestre. Mais n'y a-t-il pas alors le danger de contaminer la planète avec ces sondes qui pourraient receler des micro-organismes venus de la Terre? Exactement, c'est un danger réel. C'est pourquoi toutes les sondes qu'on envoie vers Mars sont stérilisées. On prend d'énormes précautions. On ne sait pas jusqu'à quel point elles sont efficaces, mais on a d'énormes précautions pour ne pas que ces sondes-là emportent avec elles des micro-organismes terrestres qui, aussi surprenant que ça peut se paraître, ils pourraient survivre à 8 mois de traversée dans l'espace Terre-Mars à des températures extrêmement froides et soumis à des rayons, à des radiations. Ils pourraient survivre au fait qu'elles vont passer, par exemple, plusieurs années en orbite autour de Mars pendant que la sonde effectue sa mission et peut-être éventuellement se ramasser à la surface de la planète Mars. C'est peu probable et c'est pourquoi on stérilise les sondes et on essaie d'éviter effectivement. Ça serait extraordinairement dommage si un jour on découvrait de la vie sur Mars puis on réalisait que dans le fond c'est de la vie terrestre, de la vie emportée sur Mars par des sondes lancées depuis la Terre. Donc on fait très attention à stériliser les sondes. Probablement que c'est des mesures très très efficaces, mais il faut faire attention parce que ça se pourrait que des organismes terrestres se retrouvent sur la planète Mars et contaminent la planète. Oui, parce qu'on a retrouvé même des micro-organismes à l'extérieur de la Station spatiale internationale. Hein. Exactement. C'est fort la vie. Hein? C'est fort la vie. Là. Il y a toujours des formes de vie qui réussissent à survivre dans les conditions les plus inimaginables et ça pourrait être le cas d'abord des sondes si on ne faisait pas attention. Et donc les sondes qui se sont posées, elles, en douceur sur le sol martien, en tout cas pour la plupart en douceur, est-ce qu'elles vont demeurer comme sur la Lune, quasiment éternelles? C'est une bonne question. La réponse est un peu oui et non. C'est-à-dire que, d'abord, il y a une atmosphère sur Mars, comme on en a parlé, donc il y a une certaine usure qui va se produire. Pas autant que sur Terre, donc on n'a pas un phénomène d'érosion aussi important sur Mars que sur la Terre, étant donné la faible atmosphère terrestre, mais il y a quand même un phénomène d'érosion. On l'a vu d'ailleurs, on en a parlé, entre autres, au début d'année avec la sonde InSight et même au passé aux deux rovers Spirit et Opportunity qui ont fini par périr parce que victimes des vents martiens, des tempêtes de sable
qui ont entravé leur fonctionnement. Donc, il y a une certaine usure des sondes martiennes que subissent les sondes martiennes, contrairement aux sondes lunaires. Maintenant, cette usure-là, étant donné qu'il n'y a pas le cycle de l'eau, il n'y a pas les tempêtes de sable, il y a des tempêtes de sable, mais moins intenses que sur Terre. Il n'y a évidemment pas de tempêtes de pluie, de neige, etc. Donc, il y a une certaine usure de ces sondes-là. Ils vont se détériorer avec le temps, mais on parle probablement en termes de siècles. C'est-à-dire que si on allait, par exemple, un jour retourner sur le site des sondes Viking qui se sont posées sur Mars à l'été 1976, probablement qu'elles sont dans un assez bon état, assez bien conservées, puis elles vont l'être comme ça pour un bon bout de temps, mais elles auront subi un certain dommage imposé par l'atmosphère de Mars, et contrairement aux sondes lunaires. On a aussi envoyé des sondes étudier la planète Vénus, et certaines l'ont fait depuis l'orbite et d'autres s'y sont posées. C'est le cas notamment des fameuses sondes soviétiques Venera qui, dans les années 60 et 70, sont parvenues jusqu'à la surface de Vénus, d'où elles nous ont transmis de précieuses données malgré les conditions infernales qui règnent sur cette planète. Ces sondes connaissent-elles le même sort en fin de vie que les sondes martiennes ? En fait, on peut penser qu'il y a deux sortes de sondes. Il y a les sondes orbitales, qui, une fois qu'ils ont fait leur mission autour de Vénus, on les précipite dans l'atmosphère de Vénus. Et on sait que Vénus a une atmosphère 100 fois plus dense que celle de la Terre, donc ces sondes-là brûlent dans l'atmosphère vénusienne. C'est intéressant de penser, hein? Sur Terre, il y a une certaine atmosphère. Sur Mars, elle est 100 fois plus faible. Sur Vénus, elle est 100 fois plus intense. On est comme juste dans le milieu. Oui. Quant aux sondes qui se sont posées sur la planète Vénus, on pense aux sondes Venera, sondes soviétiques, elles se sont posées dans un environnement extrêmement rigoureux. Là, sur Mars, il y a beaucoup plus d'érosion, il y a beaucoup plus de phénomènes comparé à ce qu'on retrouve sur Mars. Donc, elles sont sûrement assez abîmées, surtout dans l'enfer dans lequel elles vivent. Je ne sais pas dans quel état elles sont. Est-ce qu'on pourrait encore... Sûrement qu'on retrouverait des traces aujourd'hui de ces sondes-là qui se sont posées sur Vénus il y a une cinquantaine d'années, mais dans quel état elles sont et combien de temps elles vont subsister? On sait que la température à la surface de Vénus est de 450 degrés Celsius. Ça fait fondre le plomb. Donc, le métal, la matière dont est faite ces sondes-là est peut-être en train de fondre, de se dissiper. Fait qu'est-ce qui reste de ces sondes-là? Mais on peut parier, par contre, que la durée de vie doit être relativement courte. Peut-être qu'elles n'existent plus à l'heure actuelle, ou si elles existent encore, elles vont disparaître relativement rapidement. Ça fait que je ne sais pas dans quel état. Puis évidemment, Vénus étant un enfer, je ne pense pas qu'on peut imaginer qu'un jour, on va retourner sur ces sites-là pour voir dans quel état sont ces sondes. En tout cas, ça va prendre des technologies dont on ne peut pas imaginer l'existence aujourd'hui. Le 8 décembre 1995, la NASA place pour la première fois en orbite autour de Jupiter une sonde Galileo. Celle-ci étudiera Jupiter et son cortège de satellites durant près de 8 années. Et qu'elle est donc devenue au terme de sa mission ? La Galileo a terminé sa mission le 21 septembre 2003 et pour éviter qu'un jour on ait des problèmes avec, on l'a précipitée dans l'atmosphère de Jupiter où rapidement elle a été détruite, elle s'est consumée et elle n'existe plus. Donc, on ne garde pas en orbite autour d'une planète des sondes inutiles. Donc, Galileo a fini ses jours après 8 années de mission remarquable. De même, le 1er juillet 2004, la NASA place pour la première fois en orbite autour de Saturne la sonde Cassini. Et durant 13 ans, celle-ci scrutera la planète, ses anneaux et ses nombreux satellites. A-t-elle subi le même sort que Galileo ? Exactement. Au terme de sa mission, le 15 septembre 2017, la sonde a été poussée dans l'atmosphère de Saturne où elle a brûlé. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans les dernières semaines précédant la fin de la mission, on s'en est servi pour aller frôler l'anneau de Saturne pour l'étudier de plus près, sachant qu'il risquait d'y avoir collision et peut-être de détruire la sonde. Donc, on a ausculté l'anneau de Saturne dans des missions qu'on pourrait appeler une mission kamikaze. La sonde a survécu, elle n'a pas été détruite, donc d'où on l'a amené à sa destruction. Mais ça lui a permis quand même de faire des études assez intéressantes. D'ailleurs, j'ai l'intention dans les prochains mois de raconter l'histoire des sondes Galileo et Cassini parce que c'est vraiment été des missions très intéressantes. On a fait d'importantes découvertes autour de Jupiter et de Saturne. Un jour prochain, si c'est possible, je vais vous raconter l'histoire de ces deux sondes-là parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes qui se sont faites durant leur mission. La sonde Cassini transportait avec elle l'atterrisseur Huygens conçu par l'Europe. Et le 14 janvier 2005, celui-ci est descendu dans l'atmosphère de Titan par parachute durant 2 heures, nous envoyant une foule de données in situ sur la composition de l'atmosphère, sur ses variations de température et de pression, entre autres.
Huygens est même parvenu à se poser en douceur sur Titan, donc 2 grandes premières. Et la sonde a alors étudié une étrange surface baignant dans une atmosphère faite en bonne partie de méthane et de composés organiques. Il nous a transmis des données en direct du sol de Titan durant plus de 3 heures, là aussi une formidable réussite. Qu'est devenu cet atterrisseur Huygens, Claude ? C'est une bonne question parce que vraiment, Titan, c'est un monde très particulier avec une atmosphère comme on imagine mal. On peut dire que la sonde repose en paix dans des conditions qui ressemblent, tout en étant différentes à celles de Vénus, ce qui fait que je ne sais pas dans quel état de conservation elle est. Probablement que, comme il fait très froid, contrairement à Vénus, probablement qu'elle est relativement en bon état, mais je ne sais pas si un jour on va pouvoir retourner sur Titan pour voir dans quel état technologique, dans quel état est la sonde. Et ça pourrait être intéressant comme enseignement technologique. Dans quel état se trouve une sonde qui a passé des décennies sur une planète, que ce soit sur Mars, sur Vénus ou sur Titan. Donc, la sonde, on ne sait pas trop dans quel état elle est, mais probablement qu'elle est relativement bien conservée. Quoique, étant donné l'atmosphère très curieuse de Titan, probablement aussi qu'elle a été abîmée, mais jusqu'à quel point, je ne saurais le dire. Et récemment, l'Agence spatiale européenne a expédié vers Jupiter la sonde JUICE qui arrivera à bon port en 2031. Durant 3 ans au moins, elle scrutera plus particulièrement 3 des principaux satellites naturels de Jupiter, à savoir Europe, Callisto et Ganymède, afin d'étudier les océans qui se trouvent sous les couches de glace qui recouvrent ces astres, à la recherche de possibles traces de vie. Qu'arrivera-t-il à JUICE au terme de sa mission ? Il est prévu que JUICE va terminer sa mission en se plaçant en orbite autour de Ganymède pour étudier en détail cette lune sur laquelle on pense qu'il y a un océan dans lequel il pourrait y avoir des traces de vie. Il est prévu que cette mission-là d'étude de Ganymède depuis son orbite va durer à peu près 2 ans, probablement plus si la sonde est en bon état, donc aussi longtemps que la sonde va fonctionner, probablement que les gens de l'Agence spatiale européenne vont s'en servir. Une fois la mission terminée, la sonde donc est placée autour de Ganymède. Je ne pense pas qu'on va la précipiter sur Ganymède parce qu'il y aurait le danger à ce moment-là de contaminer cette planète-là. J'ose appeler ça une planète, même si c'est une lune naturelle, parce que c'est un monde très intéressant. Donc, je pense qu'on va la garder en orbite autour de Ganymède, probablement sur une orbite suffisamment haute pour qu'elle demeure là pendant des siècles. Je n'ai pas trouvé l'information, je ne sais pas si toi tu la connais, Florent, mais si quelqu'un connaît l'information, me confirmer, mais je pense bien que la sonde va demeurer éternellement, ou en tout cas très, 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 très longtemps, en orbite autour de Ganymède, parce qu'on ne veut pas prendre le risque de contaminer Ganymède avec une sonde qui a été stérilisée, mais sait-on jamais si jamais il n'y a pas des micro-organismes terrestres qui auraient survécu au périple de la sonde JUICE. Et il ne sera pas possible de la précipiter vers Jupiter, tout simplement ? Non, c'est parce que là, on n'aura pas l'énergie, on n'aura pas le carburant nécessaire. Fait qu'elle va rester en orbite. En ma connaissance, elle va rester en orbite autour de Ganymède, mais si jamais un de nos auditeurs a une information plus précise, on la publiera sur notre page Facebook ou on reviendra dans un prochain balado. Dans les années 70, la NASA a lancé 4 sondes, les Pioneer 10 et 11, puis les 2 célèbres Voyager, qui, comme nous l'avons déjà expliqué, sont rendus aux confins du système solaire. Que va-t-il de leur arriver, en fin de compte, là, dans les tréfonds de l'espace ? La réponse courte, c'est rien. C'est-à-dire que là où elles se trouvent, il n'y a plus rien, il n'y a plus de particules, il n'y a presque plus rien, ce qui fait que les sondes demeurent intactes, inchangées, telles qu'elles sont presque au moment du lancement. Donc, ce sont des épaves qui vont dériver dans l'espace interstellaire durant des millions d'années, sinon des milliards d'années, à moins que quelqu'un un jour ait trouvé le moyen d'aller les récupérer, mais elles vont être en parfait état. C'est pour ça que, comme on sait, entre autres dans le cas des voyageurs, on a placé une espèce de disque avec une aiguille pour pouvoir transmettre des messages à quelqu'un qui pourrait retrouver la sonde. Ce disque-là va être dans le même état qu'il était au moment du décollage. Donc, ces sondes-là, c'est comme des reliques conservées en parfait état dans l'espace interstellaire. Il n'y a rien qui va les abîmer et elles sont là pour des millions d'années, à moins qu'un jour, par hasard, elles finissent par croiser une étoile. Mais là, on parle de centaines de millions d'années, si ce n'est pas de milliards d'années. Donc, ce sont des épaves qui vont à jamais dériver dans notre galaxie. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à bord de certaines, on a placé un message en se disant que peut-être, très, 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 très peu probable, que des extraterrestres pourraient un jour en prendre connaissance.
Il y a aussi la sonde New Horizons que la NASA a lancée en 2006 et qui a survolé Pluton en 2015, puis le planétésimal Arrokoth en 2019. Elle va subir le même sort que les Voyager? Exactement. Elle va, elle aussi, se perdre dans l'espace interstellaire et demeurer telle quelle. Il faut savoir quand même que cette sonde-là, actuellement, New Horizons, est encore en fonction. Elle fait des études, elle étudie donc l'espace qui est au-delà de l'orbite de Pluton. Donc, c'est une sonde en fonction, mais éventuellement, ces instruments scientifiques vont mourir de leur belle mort et la sonde va continuer à dériver exactement comme les Pioneer et les Voyageurs. Il y a aussi, dis-tu, une foule d'autres sondes qui gravitent autour du Soleil. Donc, de quelle sonde s'agit-il? Dès les années, dès 1959 et dans les années 60, on a lancé des sondes, soit des fois des sondes qui devaient aller se placer, par exemple, autour de la Lune, mais qui ont manqué leur mission et qui ont poursuivi leur course et se sont placées autour du Soleil. On a lancé évidemment des sondes pour étudier le Soleil. On a lancé aussi des sondes qui sont allées survoler, entre autres, la planète Mars, on pense à Mariner 4, Vénus, on pense à Mariner 5. On a lancé des sondes qui sont allées étudier la planète Mercure, d'autres qui sont allées étudier des comètes, des astéroïdes. Donc, il y a une quantité de sondes qui ont été placées en orbite autour du Soleil et qui vont demeurer là. Au départ, on était romantique, les premières sondes qu'on a lancées, on disait que c'était des petites planètes artificielles. L'homme lançait autour du Soleil des petites planètes artificielles. Il y en a des dizaines et des dizaines qui ont accompli des missions, soit auprès de comètes, auprès de d'autres planètes, auprès d'astéroïdes, qui actuellement sont placées sur des orbites plus ou moins entre Mercure et Mars. Elles dérivent là, elles tournent autour comme des milliers d'autres astéroïdes. Donc, il y a un paquet de sondes et elles sont conservées en bon état. Que va-t-il leur arriver? Est-il possible qu'elles finissent par se consumer dans l'atmosphère du Soleil, par exemple? Non, parce qu'à l'altitude où elles sont suffisamment loin du Soleil où il n'y a rien qui va freiner leur course. Ça fait que elles vont rester en orbite comme la Terre, comme les petits astéroïdes qu'on a découverts par milliers. Donc, elles sont là. Peut-être qui sait si un jour on n'ira pas les récupérer parce qu'elles vont être conservées à peu près dans le même état. Ils vont s'user un peu plus que les sondes Voyageurs et Pioneer parce qu'elles sont plus proches du Soleil, il y a plus de particules, il y a plus de météorites, donc elles vont être légèrement abîmées, mais essentiellement, elles vont rester telles quelles et on pourrait théoriquement aller les récupérer, ce qui serait toute une opération pour les ramener dans un musée. Et dans quel état de conservation sont-elles? Est-ce qu'elles sont endommagées par le bombardement incessant de particules solaires? Ce qui serait intéressant de voir, ça serait, comme il y a des micrométéorites, il y a des microparticules, probablement qu'entre autres, leurs panneaux solaires sont comme un peu des passoires percés de milliers de petits trous minuscules. Leur coque, leurs parois probablement aussi ont été légèrement abîmées, mais ça serait par des microparticules. Donc, à l'œil, probablement qu'elles apparaissent à peu près intactes, mais en les examinant de près, on verrait qu'il y a des petits trous. Mais grosso modo, elles doivent être à peu près dans le même état qu'elles sont, sinon percées par des milliers de petits trous. Et qu'en est-il des sondes qui explorent Uranus ou Neptune? Ce qui est malheureux, c'est qu'on n'en a lancé aucune. En fait, les deux plus lointaines planètes du système solaire n'ont été survolées brièvement que par Voyageur 2. Aucune sonde ne s'est rendue jusqu'à ces planètes-là. Aucune sonde n'a étudié en détail Uranus et Neptune comme on l'a fait avec Jupiter et Saturne avec Galileo et Cassini. Donc, c'est dire que ces planètes-là, on connaît très, très peu de choses à leur sujet. C'est-à-dire que c'est simplement Voyageur 2 qui a passé quelques jours dans le parage de ces deux planètes-là, nous envoyant des photos et prenant des mesures. Mais tout est à apprendre de ces planètes-là. Et c'est pour dire à quel point elles sont si loin de nous que même 50 ans après Voyageur, on n'est pas parvenu encore à envoyer des sondes pour les étudier. Il y a des projets sur les tables à dessin, des projets qui sont peut-être réalisés dans les années 2040-2050, mais pour l'instant, on connaît très, très peu de choses au sujet de ces planètes-là, même si on a l'impression qu'on les connaît relativement bien. Tout est à découvert à leur sujet. Bien entendu, tous ces satellites, vaisseaux habités et sondes interplanétaires sont lancés à l'aide de fusées. Qu'arrive-t-il donc à celles-ci? On sait que ces fusées sont constituées de 2 ou 3 étages et utilisent assez souvent des fusées d'appoint, des boosters, comme c'était le cas pour la navette spatiale et pour Ariane. Que deviennent tous ces composants une fois qu'ils ont accompli leur travail, Claude? J'ai l'impression que ça cache un petit scandale. Quand on lance une fusée, par exemple une fusée Ariane ou dans le cas de la navette spatiale, mais non, la fusée Ariane, on va prendre la fusée Ariane, les fusées Delta, le premier étage retombe dans l'océan Atlantique, donc au large de Cap Canaveral et au large de Kourou.
il y a des centaines de restes d'étages fusées. L'étage lui-même, probablement qu'au moment de l'impact dans l'océan, se brise en morceaux, mais les moteurs fusées, eux, probablement demeurent intacts. Ça veut dire qu'au fond de l'océan Atlantique, il y a probablement des milliers de moteurs fusées, de fusées américaines, de fusées européennes et autres, qui jonchent le sol. Soit dit en passant, il y a des entreprises privées, il y a des explorateurs qui sont allés récupérer les restes du premier étage de la fusée Saturne V ayant servi à lancer Apollo 11. On a donc récupéré quelques moteurs fusées qui ont servi à lancer Apollo 11. Donc, une fois qu'on lance une fusée, ben, le premier étage, on le laisse tomber à l'eau. Donc, on pollue un peu nos océans quand on fait ça. C'est un peu à l'image des années 60-70 où on jetait nos choses à l'eau. Tant qu'au deuxième étage, une fois leur mission accomplie, ils ont atteint une altitude telle que lorsqu'elles retombent dans l'atmosphère terrestre, elles se consument. C'est intéressant de penser que c'était un peu la façon dont on fonctionnait dans les années 60. C'est-à-dire que dans les années 60, on se sert de quelque chose. Quand on en a le plus besoin, on le jette tout simplement à l'eau. C'est un peu ce qu'on fait avec nos fusées. Il y a aussi le cas particulier des fusées russes et chinoises. Que se passe-t-il dans leur cas? Ce qui est un peu surprenant dans leur cas, c'est que ces fusées-là sont lancées non pas sur le bord de l'océan, les cosmodromes chinois, et certains cosmodromes russes et chinois, en fait, les cosmodromes russes et certains cosmodromes chinois ne sont pas sur le bord de l'eau, donc les premiers étages tombent au sol. Dans le cas des Soviétiques, on pense au cosmodrome de Baïkonour, qui est situé dans le désert du Kazakhstan. Il y a un endroit au Kazakhstan où les étages de fusée tombent. C'est un désert, il y a peu ou pas de population, donc il y a en quelque sorte un cimetière de vieux étages de fusée. Dans le cas des Chinois, la population, le pays étant beaucoup plus peuplé, le premier étage retombe, j'oserais dire, en zone habitée. C'est-à-dire qu'il y a des villages pas très loin des bases de lancement chinois qui reçoivent parfois des étages de fusée. Il est arrivé certains incidents, nous ont rapporté les Chinois, où des étages de fusée sont tombés dans des villages. Ils ont endommagé des maisons. À ma connaissance, il n'y a pas eu perte de vie. Mais je veux dire, les Chinois procèdent d'une façon qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Là, on ne peut pas imaginer que nous, on lancerait des fusées, que par exemple SpaceX ou la NASA lancerait des fusées qui risquaient de menacer des zones habitées. En Chine, ça se produit. Donc, les Chinois et les Russes, les premiers étages ne tombent pas à l'océan, ils tombent sur des territoires. Dans le cas des Russes, c'est un désert où il y a peu ou pas grand monde. En Chine, ben, c'est une toute autre problématique. Il y a aussi le cas unique des fusées Falcon 9 de SpaceX, dont le premier étage et la coiffe sont récupérés. Exactement. Ça, c'est une grande réussite de SpaceX, d'Elon Musk, d'avoir conçu une fusée dont on peut récupérer le premier étage. Si vous avez suivi des lancements de Falcon, c'est toujours spectaculaire. Moi, aujourd'hui encore, je les suis quand les lancements ont lieu à des heures raisonnables. C'est quand même spectaculaire de voir que le premier étage monte jusqu'à une centaine de kilomètres d'altitude, revient dans l'atmosphère terrestre à une vitesse suffisante pour ne pas brûler dans l'atmosphère et vient se poser sur une plateforme qui est parfois située en mer, parfois même sur le territoire de Cap Canaveral. Donc, c'est très spectaculaire. Fait que Musk a réussi quelque chose d'assez bien, c'est-à-dire qu'au lieu que les étages tombent tout simplement à l'océan, comme on le fait dans le cas des autres fusées américaines et dans le cas d'Ariane, les étages des SpaceX sont récupérés. Et la coiffe aussi. Les coiffes, c'est la partie supérieure de la fusée là, qui recouvre le satellite. Elles retombent dans l'atmosphère, elles rentrent dans l'atmosphère, elles tombent à l'eau et elles sont récupérées et réutilisées. Donc, c'est une performance assez remarquable qu'a réussi SpaceX et avec sa fusée Falcon 9. Oui, à noter à propos de ces coiffes, si jamais vous ne l'avez pas vu, il y a parfois des caméras qui sont sur les coiffes. Enfin, j'imagine qu'il y a des caméras à chaque fois, mais SpaceX a diffusé des images de la rentrée dans l'atmosphère des coiffes, des demi-coiffes des Falcon 9. C'est assez impressionnant comme image. Absolument, absolument. Si vous avez pas vu, vous pouvez retrouver il y a les rediffusions sur YouTube, là, mais si vous avez la chance de voir des lancements de Falcon 9 ou de Falcon Heavy, c'est toujours très impressionnant. C'est tout un spectacle. Et rajouter aussi, je finirai avec ça, c'est que SpaceX avait aussi envisagé de récupérer le deuxième étage, mais ça s'est avéré trop compliqué par la suite. Donc le deuxième étage se consume aussi dans l'atmosphère. C'est ça, exactement. Au moins, il ne laisse pas de traces derrière lui. Exactement. Et donc, on cherche de plus en plus à concevoir des fusées réutilisables. Pourquoi on ne l'a pas fait dès le départ ? Je dirais deux raisons. La première, c'est que dans les années 50-60, quand on recevait des fusées, j'en parlais tantôt, hein, quand on n'a plus besoin de quelque chose, on le jette tout simplement dans l'environnement sans s'en préoccuper. Dans le village où j'habitais, on abandonnait les vieilles carcasses automobiles sans s'en soucier.
le concept des fusées a été un peu bâti à cette époque-là, c'est-à-dire que la fusée, c'est un engin qui va ne servir qu'une seule fois et quand on n'en a plus besoin, on le jette à l'eau ou il brûle dans l'atmosphère. Ça, c'était l'idée de départ. Par contre, vouloir concevoir une fusée réutilisable, ça demande de la très haute technologie. On ne l'avait pas à l'époque. Elon Musk, SpaceX, a réussi à développer cette technologie-là dans le cas du premier étage et de la coiffe, mais comme tu viens de le souligner, ce n'est pas encore possible pour le deuxième étage. Donc, on rêve depuis des décennies, c'est pas nouveau, de concevoir des fusées réutilisables, mais ça représente un défi technologique de taille. On sait qu'avec le vaisseau Starship, c'est ce que veut faire Elon Musk. C'est tout un projet. Ça représente des technologies, ne serait-ce que parce que quand vous lancez un satellite, vous le placez en orbite autour de la Terre à la vitesse de 28 000 km/h. C'est la vitesse à laquelle va votre étage fusée. Il faut donc lui faire perdre cette vitesse-là, tout en évitant qu'il se consume dans l'atmosphère terrestre. Et ça demanderait des moyens techniques difficilement disponibles. Donc, c'est un défi, mais tout simplement retenir qu'au départ, c'était pas un souci, c'était pas grave, les fusées ne servaient qu'une seule fois. Aujourd'hui, on veut remédier à ce problème-là, mais c'est pas facile pour autant. Oui, parce que malgré tout, si on voit la SLS, c'est même encore plus contradictoire puisqu'on utilise des moteurs fusées issus de la navette qui étaient prévus pour être réutilisables et qui ne servent qu'une seule fois. Exactement. Ce sont, par exemple, entre guillemets, des vieux moteurs de la navette qui ont servi des dizaines de fois. Et au moment où on lance une SLS, ben, c'est la dernière fois qu'ils vont être utilisés. Ouais. Maintenant, des SLS, la NASA prévoit en lancer quelques-unes. Hein. On n'en lancera pas des dizaines, encore moins des centaines. Il y aura peut-être une dizaine, une quinzaine de SLS qui vont être lancés tout au plus. Fait que on est en train effectivement de brûler des moteurs de la navette spatiale qui ont pourtant servi des dizaines de fois lors des missions de la navette. Et c'est même chose avec Ariane 6 qui va arriver. Ce n'est pas prévu pour être réutilisable non plus. C'est ça, exactement. Ça demande beaucoup de technologie, hein, se servir, trouver moyen de réutiliser un premier étage de fusée comme le fait SpaceX. C'est une performance technologique remarquable. La NASA avait prévu de réaliser 3 expéditions lunaires additionnelles, les missions Apollo 18, 19 et 20. Tout le matériel a été fabriqué. Malheureusement, au début des années 70, le Congrès a décidé de sabrer dans les budgets d'Apollo et en conséquence, ces 3 dernières missions ont été annulées. Mais la NASA disposait toujours de 3 fusées Saturn V, de modules de commande et lunaires assortis. Qu'est-ce qu'on a fait de tout ce matériel? Est-ce qu'on l'a envoyé à la casse? Heureusement, non. En fait, en partie, là, mais heureusement, non. En fait, la fusée Saturn V qui devait lancer Apollo 18 a servi à lancer le laboratoire Skylab. Quant aux 2 autres fusées, donc qui auraient pu lancer Apollo 19 et 20, elles se retrouvent l'une au Kennedy Space Center et l'autre au Centre spatial de Houston. J'ai eu l'occasion de les voir. C'est très impressionnant. Elles sont couchées à l'horizontale. Si on les mettait à la verticale, ça serait des fusées qui ont la hauteur d'un édifice de 32 étages. Et donc, vous avez la chance, si jamais vous allez au Kennedy Space Center ou au Centre spatial de Johnson, de voir de véritables fusées Saturn V. Comme je dis, j'ai amené des gens à les voir. Je dis, c'est des vraies fusées. Ils auraient pu transporter des astronautes jusque sur la Lune. Malheureusement, on n'a pas eu les budgets. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec des pièces de musée remarquables. Un détail, quand moi je les ai vues, ces 2 fusées-là, c'est assez surprenant. Elles étaient tout simplement installées en plein air, soumises aux intempéries. Et mais sauf qu'on s'est rendu compte avec le temps qu'elles étaient en train d'être détruites par les tempêtes de pluie, les averses, les vents, les ouragans, etc. Donc aujourd'hui, on les a enfermées dans un... On a construit tout autour un abri pour les protéger, mais pendant des décennies, elles ont été laissées à l'air libre. Et moi, j'ai pu les voir à quelques reprises. On voyait qu'elles étaient en train de se détériorer. On est en train de les perdre. C'est quand même assez surprenant. Aujourd'hui, maintenant, elles sont entremêlées dans un musée. Quant aux modules lunaires, l'un de ces modules lunaires-là se retrouve maintenant dans un musée au Kennedy Space Center. Donc, c'est un des vrais modules lunaires qui aurait pu se poser sur la Lune. Tant qu'aux 2 autres, la construction, lorsque la NASA a mis fin au programme Apollo, la reconstruction n'était pas tout à fait terminée, ce qui fait qu'on ne sait pas trop ce qu'elles sont devenues. Ils n'existent pas en tant que telles. Est-ce qu'elles existent en pièces détachées quelque part dans les installations de Grumman? Sur les recherches Internet, on voit qu'on ne sait pas trop exactement ce qui est intervenu. Fait qu'il existe un seul véritable module lunaire qui aurait pu se poser sur la Lune. Les 2 autres n'existent pas. Tant qu'au module de commande Apollo, ils ont servi. Ils ont été transportés, les équipages de l'émission Skylab 2, 3 et 4, dont on va parler éventuellement. Donc, eux ont rempli leur mission telle que prévue. Mais sauf qu'ils ne se sont pas rendus jusqu'à la Lune.
Et qu'est-il advenu des capsules Apollo des missions Apollo 7 à 17 qui ont volé et qui sont revenus sur Terre avec leur équipage? Elle se retrouve maintenant dans différents musées. On peut en voir un peu partout. Entre autres, la capsule d'Apollo 8, là, les premiers astronautes qui ont passé Noël autour de la Lune, elle se retrouve au musée des sciences de Chicago. La capsule d'Apollo 11 se retrouve au musée spatial de Washington. Encore une fois, si vous avez la chance de visiter ce musée-là, il est vraiment extraordinaire. Pour vous, en Europe, vous avez la chance de voir une véritable capsule, celle d'Apollo 10, au musée des sciences et technologies de Londres, que j'ai eu l'occasion de voir il y a quelques années. Ce qui est un peu dommage, cette capsule-là, elle est comme cachée derrière des panneaux informatifs. C'est difficile presque de la voir. Franchement, là, ils ne la mettent pas en vedette, leur capsule Apollo 10, mais c'est la seule capsule que vous pouvez voir en Europe si vous avez une chance. Sinon, si vous allez aux États-Unis, il y en a des capsules dans différents musées un peu partout. Pour faire une recherche sur Internet, il y a un site qui donne exactement le site où se trouvent toutes les capsules, mais disons qu'Apollo 11 se trouve à Washington. Si vous avez une chance d'aller visiter le musée spatial, ça vaut vraiment la peine. Et dans le cadre du programme de la navette spatiale, 5 orbiteurs ont été fabriqués. Malheureusement, les 2 premiers ont été perdus en vol, Columbia et Challenger. Qu'est-il arrivé aux 3 autres, Discovery, Atlantis et Endeavour? Dans les 3 cas, il se retrouve au musée. Dans le cas de Discovery, il se retrouve à l'annexe du musée spatial de Washington. Donc, si vous allez à Washington, ça, c'est un peu dommage, hein? Il y a le musée principal qu'on peut visiter qui est au centre-ville de Washington et il y a une annexe très impressionnante qui est située à l'extérieur de Washington qui est très difficile d'accès. Je n'ai pas réussi à m'y rendre jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de transport en commun, puis même y aller en auto m'expliquait que c'est très complexe. Donc, il y en a un qui de Discovery se retrouve à Washington. Atlantis se retrouve au Kennedy Space Center. Si vous avez la chance de le voir, vous allez pouvoir donc voir une véritable navette qui était dans l'espace. Et Endeavour, le plus récent des orbiteurs, se retrouve au Musée des sciences et technologies à Los Angeles. Donc, si vous allez aux États-Unis, vous avez la chance de voir des véritables navettes spatiales qui sont allées plusieurs fois dans l'espace. Mais comme les 3 mousquetaires, les navettes n'étaient pas 5, Claude, mais 6. Il y avait également la première à avoir été construite, Enterprise, qui n'a, elle, jamais atteint l'orbite. Alors, pourquoi elle n'a jamais atteint l'orbite et que lui est-il arrivé? C'est une drôle d'histoire, il faudrait quasiment la raconter un jour. En 1976, la NASA sort des usines d'assemblage le premier orbiteur. Et là, les fans de Star Trek font pression auprès de la NASA pour la nommer Enterprise. La NASA n'avait pas prévu de donner des noms à ces orbiteurs. On vient de parler d'Atlantis, Endeavour, Columbia, Challenger. C'était pas prévu à l'origine d'avoir ces noms-là. Mais les fans de Star Trek ont dit on veut que la première navette spatiale s'appelle Enterprise en référence au USS Enterprise de la série. Fait que la NASA a accepté. À l'origine, la NASA avait prévu se servir de cet orbiteur-là pour faire des essais atmosphériques, c'est-à-dire que l'orbiteur était placé à dos d'un Boeing 747, puis largué, puis il venait se poser en douceur sur la piste d'Edwards en Californie. Il était prévu ensuite que l'Enterprise retournerait en usine pour être configuré pour faire des missions spatiales. Mais finalement, la NASA a décidé que ça serait moins cher de construire un nouvel orbiteur que de modifier celui-ci. Donc, Enterprise n'a jamais volé. Aux grandes dames des fanatiques, des fans de Star Trek qui auraient voulu le voir dans l'espace. Donc, finalement, cet appareil-là est toujours demeuré au sol. Et aujourd'hui, on peut le voir, il se retrouve... Si vous allez à New York, il y a un musée assez spécial. C'est un porte-avions, un véritable porte-avions qui est le USS Enterprise, Intrepid, qui a servi entre autres à récupérer l'équipage d'Apollo 12, qui est amarré à un des quais du port de New York et qu'on peut visiter. Et sur ce porte-avions-là, il y a l'orbiteur Enterprise. J'ai pas vu, moi, l'Enterprise la fois que je suis allé visiter le porte-avions, mais c'est assez fascinant. On peut se promener dans un véritable porte-avions où tout est en métal, en acier, c'est solide. On se demande comment un tel navire peut faire pour flotter, étant donné la masse que ça doit avoir. Donc, si vous avez une chance d'aller à New York, il y a possibilité de voir Enterprise, qui est un vrai orbiteur, mais qui n'est jamais allé dans l'espace. Oui, ça ferait un bon sujet de balado. Une bonne idée pour une prochaine fois, Claude. Exactement. C'est juste de penser que les amateurs de Star Trek rêvaient de voir Enterprise dans l'espace, mais ils sont allés un peu trop vite dans leur affaire, mais sans connaître la suite de l'histoire, là. Bien, voilà, un tour d'horizon sur ce sujet. Que deviennent nos sondes et nos satellites? Si vous avez d'autres idées et des interrogations, comme on vous l'a dit, n'hésitez pas à nous en faire part. Dans la mesure du possible, évidemment, on se fera un plaisir de répondre à vos questions, Claude.
Exactement. Et si vous avez aimé cette formule-là, faites-nous-le savoir. Et si vous n'avez pas aimé ou s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas dans cette formule-là, dites-nous-le. On est vraiment toujours très intéressé d'avoir votre opinion. On en tient compte. Peut-être que parfois, on vous répond peut-être pas, on essaie de le faire, par contre, mais sachez qu'on vous lit puis on tient compte de vos commentaires et vos suggestions. Merci à toi, Claude, et puis à une prochaine. À une prochaine. C'est toujours un plaisir d'enregistrer ces balados avec Claude. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter. Je remercie au nom de toute l'équipe, toutes les personnes qui nous soutiennent autant sur les réseaux, que ce soit Facebook, SoundCloud ou encore Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir de lire vos gentils commentaires. Et aussi les généreux donateurs de Patreon, sans qui ce balado n'existerait tout simplement pas. Ce balado vous a été présenté par Florent Meunier, avec au contenu Claude Lafleur et à la diffusion Laurent Runigo. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.